Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Dans un coin, etc. Et ce Mm. côté un peu recherche, exploration, me plaît énormément. Et ma boutique, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que j'avais de la PCFX, je la vendais pas, mais quand la Ouais. PlayStation... Mais personne l'a vendu, hein, tu sais. J'ai un collègue d'Ultima Games à l'époque qui me racontait que son patron de chez Ultima à Paris avait commandé des PC FX. Ils en ont vendu pratiquement aucun sur tout ce qu'ils avaient acheté. Ils les ont bradés, écoute, autour de 50 à 100 francs pour s'en débarrasser. Ça partait pas à un Ouais. moment donné. C'est terrible. Hein. Et c'était de la folie, hein, parce que t'avais des machines qui sortaient tout le temps. T'as le CD32, t'avais l'Atari Jaguar. C'est une période qui, moi, m'a vraiment passionné en termes de vente, parce que si tu veux, quand je suis arrivé, quand j'ai ouvert ma boutique, ce que j'avais mis en démonstration, c'était une 3DO. Ouais. Et les gamins d'Arras n'avaient jamais vu de 3DO de leur vie. Donc, tu arrives dans une boutique, tu as des gamins. Alors, moi, dans ma zone de chalandise, je m'étais placé à côté d'un collège et d'un lycée. Et c'était devenu, à la fin des cours, tous les gamins rappliqués dans la boutique, ils rêvaient devant. FIFA. Il y a des FIFA en 3D. Sur 3DO, c'était de la folie douce. Tu vois, c'était de la 3D avant l'heure. Tu avais des scènes cinématiques pendant les mi-temps. Tu avais les meilleures actions de l'histoire du football. Donc, FIFA ou Need for Speed ou Road Rash, c'était un effet waouh complètement dingue. Donc, à un moment donné, je vendais des 3DO à des gens qui avaient les moyens, ou des gamins qui m'ont ramené leur Super Nintendo, leur Game Boy, leur Sega Master System. Et puis, ça faisait du business. Et donc, ça permettait effectivement de bien vivre, on va dire, parce que c'est sur l'occasion que tu gagnais de l'argent. C'est ça. Après, ils étaient déçus parce que la 3DO, à un moment donné, ça tourne un peu en rond. C'est une console basée sur Electronic Arts. Donc, si Electronic Arts s'arrête de faire des jeux, ils n'avaient pas attiré Squaresoft, ils n'avaient pas attiré tout ce qui était Namco, malheureusement, tout ça. Donc, il n'y avait pas de... Tous les Tekken, tous les Street... Il y a eu un Street Fighter quand même. Il y a eu, il était pas mal. Hein. Samurai Shodown, attention aussi, très très bon hein, sur la 3DO. Hein. Pas mal du tout. Moi, c'est une console que j'aimais bien, hein, parce qu'elle avait... elle avait un effet précurseur. Tu as vraiment l'impression que c'était la machine du futur quand on l'a reçue. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit, ça y est, on a franchi, on a franchi un gap. Et l'histoire aujourd'hui retient beaucoup PlayStation en disant oui, PlayStation, etc. Comme on dit souvent, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est ça. Et tu as l'impression, et quand j'ai vu les 30 ans de PlayStation, la plupart des journalistes disaient qu'ils ont révolutionné le monde des jeux vidéo avec des graphismes en 3D, patati patata. Mais non, c'est pas eux qui ont fait ça existait déjà avant. Et voilà, et c'est vrai que le précurseur, ça a été Tripokins avec la 3DO. C'est pour ça que j'aime bien, dans mes vidéos, j'aime bien faire un clin d'œil à Tripokins. Tu connais l'anecdote de Tripokins qui va au salon du jeu vidéo à Paris. Il n'a pas les transfos et l'alimentation pour brancher la 3DO pour la démonstration au salon. Ah non, ça je ne savais pas. Il se retrouve comme un idiot en fait avec la 3DO et du coup, c'est dans l'interview de Thomas. C'est Thomas qui raconte ça et c'est Thomas en fait de Stock Games qui garde le stand avec la fille de Tripokins qui est venue sur Paris. Pour attendre qu'ils aillent chercher une alimentation pour faire la présentation de la 3DO. Alors, tout partait mal déjà, hein, tu vois, c'est terrible. C'est dans le même ordre d'idée, pareil, ça a été révélé bien plus tard, mais
il avait fait une machine qui s'appelait la M2, 3DO M2, Ouais. qui était prévue par les ingénieurs R.J. Micol, Dave Needle et autres qui avaient conçu, qui avaient bossé sur l'Amiga et la Lynx. Donc, ces gars-là qui ont conçu l'Amiga et la Lynx, ils bossent sur la 3DO, ils font une architecture complètement folle, et avec une évolution possible qui s'appelait la technologie M2. Ouais. Et donc, les mecs font ça, etc. Parallèlement, Sega se plante avec sa Saturn, et Sega, en fait, envisage à un moment donné peut-être d'acheter une technologie clé en main, et Trip Hawkins leur fait des appels du pied, et donc ils vont voir la démonstration en Californie dans les locaux de 3DO, la fameuse technologie M2. Et donc Trip Hawkins avait demandé à Sega de bosser sur un jeu de bagnole vraiment spectaculaire. Alors, il était très spectaculaire quand il fonctionnait, mais le problème, c'est que quand Sega est venu voir la démonstration, les barrettes de mémoire avaient cramé. Ce qui fait qu'elle avait 2 fois moins de mémoire. Au lieu d'avoir 16 mégas, on n'avait plus que 8, tu vois. Et ce qui fait que ça ramait. Parce que les consoles, c'est un peu comme la Neo Geo. La Neo Geo, plus tu lui mets de la mémoire, voilà, plus tu peux faire des effets, en veux-tu, en voilà, machin, etc. C'est des consoles qui prennent leur ampleur avec de la RAM, avec de la mémoire en plus. La PC Engine, c'est pareil. Entre un CD-ROM, un super CD-ROM et une arcade card, l'arcade CD-ROM, la seule différence, c'est la taille de la carte système qui a de la mémoire en plus, qui a de la RAM. Donc ça, c'est des machines qui étaient basées sur de la RAM. Et la 3DO, c'était pareil. Si tu lui mettais de la RAM et que tu boostais un peu ses processeurs, tu obtenais des trucs de fou. Donc les gars de Sega, en fait, par politesse, ont regardé la démonstration qui était catastrophique. Ils voyaient un jeu qui saccadait, un jeu qui n'était pas terrible. Donc ils ont dit, on vous remercie de la présentation, etc. Ils sont repartis au Japon en disant, c'est bon, on ne bosse pas avec les Américains et on va développer une autre machine qui sera plus tard la Dreamcast. Mais en 96, ils avaient déjà envisagé effectivement une solution de repli et d'adopter la technologie M2, donc de 3DO. Et ça aurait peut-être changé le game, parce qu'en 96, voilà, Sony avait peut-être pris l'avantage. Mais là, tu avais une machine qui était à mi-chemin entre la Nintendo 64 et la Dreamcast d'un point de vue technologique. Donc, c'était quelque chose qui était bien. Et porté par Sega, je pense que ça aurait eu une autre gueule. Bon, malheureusement, tu vois, comme quoi une démonstration, ça fait écho à ce que tu disais par rapport au et t'as pas le transfo et t'as pas la bonne Péritel. Non, c'est triste parce que moi j'ai souvenir d'être au salon l'année d'après, en 94 également, et la 3DO est encore là, il y a la Jaguar, il y a des stands où tu peux tester les jeux, les nouveautés. Il y avait personne, ça intéressait personne. Tout le monde était en fait sur la Mega Drive avec NBA Live 95, sur la Super Nintendo avec... les gens jouaient encore à Mario Kart. Ils préféraient Mario Kart Super Nintendo que de jouer à... Enfin, c'est pour dire à quel point, en fait, niveau communication, c'est pas passé auprès des jeunes. Et pourtant, moi, j'étais également le public pour acheter une 3DO, c'est-à-dire que t'as 17-18 ans, en 94, t'es le public qui peut avoir de l'argent pour acheter, pour passer à la 3DO, mais on n'en voulait pas parce que tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est comme C'était une console trop américaine. Elle était trop américaine comme console en plus. Peut-être. Le prix. Tu la vendais combien dans ton magasin, par exemple? Après, on la vendait 3000 francs, c'est-à-dire la version FZ10 avec clapet qui s'ouvrait par-dessus. Mais la première avec tiroir coulissant, elle est à 3900 francs. C'était énorme. Le SMIC à l'époque était à 5500 francs. Donc, tu vois, c'était 5500 francs de SMIC pour un gars. Voilà, il mettait quasiment 80% de son salaire dans une machine. Les jeux étaient à 449 francs. Donc, tu vois, c'était chaud. Après, j'en ai vendu beaucoup. La Neo Geo CD, mais alors des palettes complètes. Là, ça a été pour moi, c'était une vente de folie parce que c'était le rêve qui devenait accessible. Et donc, quand Guillemot m'avait contacté pour me dire, Monsieur Eck, voilà, on va commercialiser la Neo Geo CD, parce que moi, j'étais en train de négocier des importations de Neo Geo CD japonaises, tu vois. D'accord. Et Guillemot a été très très rapide en disant, écoutez, on a déjà des accords, des machines vont arriver. Ça a été super rapide. Donc, en fait, ils ont coupé le pied de l'importation. Je crois qu'il y a 2 mois, il n'y a pas 2 mois de différence entre le Japon et l'Europe, pratiquement, avec Guillemot. Ils sont allés très vite.
ils ont vraiment marché main dans la main avec Mm. SNK sur le coup. Ils ont super bien négocié leur truc, ce qui fait qu'en fait, il y a eu très peu de. J'ai peut-être dû D'attente. en importer une ou deux, tu vois, et que Mm. j'ai payé une fortune. Ouais. Je crois que c'était chez JPF Import de mémoire, qui était basé à Paris, c'est un importateur. Ouais. Et j'en ai commandé une ou deux et que j'avais mis en démonstration au magasin. Ouais. Alors, j'avais été calmé par les temps de chargement. Ça, c'est vrai que tout le monde. 60 secondes entre chaque round, 40, je sais pas. Mais je me souviens effectivement alors, pour tricher, je sais plus quel jeu j'avais mis, mais j'avais pas mis King of Fighter 94, qui était vraiment le blockbuster de l'époque. Je sais plus, je crois que j'avais mis un autre jeu, style Magician Lord ou Trash Rally, ou je sais plus ce que j'avais mis, mais pour que le temps de chargement, voilà, que les gamins puissent jouer, tu sais. Ouais. Et donc, ça a vraiment bien marché dans ma boutique parce que tout le monde voulait une Neo Geo CD parce que la Neo Geo, c'était la console de rêve de tout le monde. Donc, et puis, la PlayStation n'était pas sortie, la Saturn non plus. Donc, c'était des machines qui attiraient vraiment les gens. Ouais. Et Mais toi, tes clients, c'était plus quoi en fait? C'était plus, on va dire, un public adolescent ou tu avais un peu de parents qui avaient une trentaine d'années qui venaient aussi acheter des jeux pour eux en fait? ouais, t'avais tout. Moi, le changement, je l'ai déjà dit lors d'une interview sur le sujet, le changement est venu avec PlayStation, où là, j'ai vu effectivement que le public était radicalement différent. C'est-à-dire que j'avais des jeunes adultes célibataires, des mecs qui avaient une vingtaine d'années, 25 jusqu'à 30 ans, qui venaient en costard dans ma boutique pour acheter une c'est ça. PlayStation. Et c'était pas mon public habituel. Mon public, c'était le public geek. C'était beaucoup de gamins, entre, on va dire, 12 et. J'étais à côté d'un collège et d'un lycée, donc forcément, c'était de 12 à 18 ans, on va dire. Donc là, c'était le gros des groupes. Des gamins, alors plus ou moins fortunés. Tu avais le fils du docteur qui, lui, pouvait s'acheter une Neo Geo. Tu vois, tu avais le fils de l'ouvrier qui avait plus de difficultés. Tu avais le petit magouilleur voilà, qui savait toujours dégoter des trucs pas trop. Alors, on va voir sa grand-mère. J'en ai un, il me disait je viendrai la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir ma grand-mère. Et à chaque fois qu'il allait voir sa grand-mère, elle lui donnait 100 francs ou 200 francs. Donc il économisait. Et puis, voilà, donc il dit la semaine prochaine, je viendrai, j'irai voir ma grand-mère avant. Une grand-mère très généreuse. Donc voilà, c'était des petits trucs, des clients types. Mais la différence, c'est vraiment PlayStation qui l'a porté parce que tu as une autre type de clientèle. Des mecs un peu plus fortunés qui étaient déjà installés dans la vie active, qui n'étaient pas forcément en couple. Et c'était souvent des jeunes célibataires qui prenaient un appartement. Et puis c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Qui avaient les moyens. Pour moi, le public a vraiment changé avec PlayStation. Alors que Saturn, parce que là, je m'étais gouré, moi j'avais tout misé sur Saturn. C'est Sega, c'est Saturn qui va l'emporter, machin, etc. Et quand on a importé les PlayStation et Saturn japonaises et qu'on les a mises en côte à côte en boutique, je me souviendrai toujours j'avais mis Virtua Fighter à gauche et Toshinden à droite. D'accord. Alors aujourd'hui, tout le monde dit Toshinden, c'est une grosse merde. Mais à l'époque, Toshinden, t'avais l'impression que c'était Virtua Fighter sous amphétamine. Le truc était hyper nerveux. Les rotations, tout ça, très vite. Les polygones étaient mieux lissés. Tout était honnêtement, techniquement mieux sur Toshinden. Après, le gameplay, c'est autre chose. Mais tous les gamins étaient fous en disant punaise, mais la PlayStation, c'est une tuerie. Et alors après, quand tu mettais Ridge Racer, là, tu achevais tout le monde parce que Ridge Racer, en full screen, machin, etc., c'était. C'est l'arcade de Namco dans ton salon. Voilà, et ça, c'était l'effet waouh. Et c'est quand j'ai eu les deux consoles en import, je me suis dit, ouh là là, ça va faire mal pour Sega. Et c'est là où je l'ai mesuré. C'est-à-dire que j'ai vraiment comparé. Moi, je me disais, Virtua Fighter, elle va plier. Et quand on les a reçus, qu'on les a mis en boutique, j'ai dit, je disais le mois prochain, dans Console Plus ou Joypad, quand ils vont avoir testé les machines, voilà, la donne va changer. Et ça n'a pas manqué après quand tu. Parce que ça aussi, c'était le plaisant. C'est-à-dire que tu avais les jeux, les consoles, avant que les magazines n'en parlent. Il y avait un mois de différence avant les tests, souvent. Et ça, c'était génial parce que tu passais pour le spécialiste. Et moi, c'est le côté-là que j'adorais, c'est que les gamins buvaient mes paroles. Et des fois, je leur disais des conneries plus grosses que moi. Quand je leur vendais des 32X, je disais, vous inquiétez pas,
sur la Saturn, il y a un port cartouche à l'arrière, c'est pour les cartouches 32X. Je l'avais lu dans la presse, si tu veux, cette info. Donc, moi, je l'avais ingurgité et je la ressortais à tous les gamins en disant non, mais la Saturn, tu peux acheter un 32X les yeux fermés parce que la cartouche, le port cartouche de la Saturn, c'est pour mettre tes jeux 32X. Ils sont malins chez Sega. C'est vrai qu'ils auraient pu y penser d'ailleurs. Mais non, en fait, pas du tout. Et donc, après, quand c'est sorti, puis que j'avais les gamins qui me disaient j'arrive pas à mettre mes jeux 32X, ça marche pas, etc. Ouais, non, en fait, non, c'est pas fait pour. Non, mais t'as vu, ils avaient le projet entre les deux de faire la Neptune. T'as connu cette histoire où t'avais cette console hybride avec 32X et Mega Drive intégrés. Et ça aurait pu arriver. Mais là, ces gars, c'est vrai qu'ils se sont complètement... On les a perdus, hein. Honnêtement, on les a perdus en cours de route parce que je suis persuadé que s'ils avaient fait ne serait-ce qu'une rétrocompatibilité avec la Mega Drive et le 32X par ce port cartouche, ils auraient pu faire une migration de la base beaucoup plus facilement et puis prolonger. Garder les clients. Ouais, parce que moi, le 32X, c'était un cauchemar en boutique. Hein, c'est-à-dire, tu en vendais 10, tu en as 4 qui revenaient, qui avaient des problèmes. En SAV, ça a été un cauchemar. On a eu du mal à en avoir. Quand on les a reçus, tu avais des cartouches Star Wars qui ne marchaient pas, tu avais des cartouches Virtua Racing qui ne marchaient pas. C'était la connectique aussi, je crois, la connectique du slot 32X qui rentrait mal en fait dans la console. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, il fallait mettre des sortes de cales, tu sais, en fonction de ta Mega Drive. Si tu avais une Mega Drive 2, une Mega Drive 1. Après, donc, même si elle était alimentée, elle pompait quand même de l'énergie sur la Mega Drive. Donc, même si tu avais 2 transfomètres, donc déjà 2 transfos, tu vois, c'était déjà un peu space, mais tu avais 2 transfomètres. Et puis comme elle pompait de l'énergie, si tu avais des Mega Drive, entre guillemets, première génération ou deuxième génération, enfin, je ne sais plus quelle génération, mais sur certaines premières Mega Drive, elle pompait aussi un peu de jus, ne serait-ce que pour la cartouche, je ne sais quoi. Enfin, il y avait une perte électrique. Ce qui fait que tu avais des écrans noirs. Donc c'était chiant. Donc les gens, ils ne pensaient pas que c'était lié à la Mega Drive, ils te ramenaient le 32X. Toi, le 32X, tu le retournais chez Inelec, tu avais des frais de port. Donc tu avais déjà perdu ta marge rien qu'en renvoyant le 32X. Et puis le 32X, il arrivait 2-3 mois après, ou alors une fois qu'il avait reçu, il disait écoutez, il va parfaitement. Moi, c'était lié à la Mega Drive, le fait qu'il y ait un écran noir, c'était pas lié. Et moi, je me souviens que même en testant parfois sur des Mega Drive de démonstration de magasin, ça marchait pas non plus. Et après, ça a remarché. Tu te dis, mais pourquoi ça marche sur certaines Mega Drive, pas sur d'autres? Ça se jouait au millimètre au niveau des connecteurs. Je me souviens de cette histoire-là. C'était terrible. Sega, le mal qu'ils ont fait par rapport à Nintendo, qui avait un SAV hotline, qui avait également des commerciaux qui venaient dans les magasins pour montrer comment utiliser tel accessoire. Sega ne faisait pas ça. Je me souviens de recevoir dans des magasins, les gérants et les vendeurs m'en parlaient, ils recevaient des accessoires, des fois pour la Mega Drive, comme le 32X ou d'autres appareils, pour d'autres consoles. Sony non plus n'envoyait rien, c'est-à-dire que voilà, tu lis la notice derrière, la jaquette, et puis ça s'arrête là. Le 32X, c'était une catastrophe. Le Mega CD2, c'est pareil. Le Mega CD2, sincèrement, je pense que tu n'as pas forcément envie de l'acheter non plus, quoi, quand tu vois ce qui se passe du côté de Sega. T'en as vendu des Mega CD2, toi, ou pas? Ouais, nous, on faisait tout. Hein. Mega CD, c'est pareil. C'était autant chez NEC, c'était simple. Même avec l'interface unit. Hein. L'interface unit, c'était un petit bijou d'ergonomie. Tu t'en fichais les deux. Tu n'avais qu'un transfo pour l'ensemble. C'était nickel. Sauf celle qui était chez Shoot Again, parce que moi, Shoot Again, ils avaient soudé la prise PC Engine. Donc, quand j'ai eu l'interface unit, c'était un peu le bordel. Donc j'étais. Mais quand je parlais de ça, les gens ne me croyaient pas. Mais non, ils n'ont pas soudé. Ben si, ils ont soudé. Ils ont vu. Si, ça existait. 50 Hz soudé. Il n'y en avait pas de. Et je me souviens qu'ils avaient. Et en plus, ils avaient dû ripper lors de la soudure parce que j'avais une partie de ma coque qui était noircie. Tu sais. Oh là 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 là. C'était neuf. En plus, tu acheté ça neuf. Mais bon, c'était fait à l'arrache. Ils vendaient plein de PC Engine à l'époque. Donc, ils faisaient.
Mais bon, tu étais content. Je veux dire, à la rigueur, Mmh. tu t'en foutais un petit peu, quoi. C'était, tu avais Mmh. ta machine. Ouais, ouais. Mais après, ça aussi, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment Mmh. donné, moi, j'avais des gens, sur Nintendo, par exemple, Mmh. quand je sortais la cartouche et puis que la personne l'essayait, elle ne voulait Mmh. pas acheter la cartouche que j'avais sortie, Ouais. tu vois, pour le test. Parce Ouais. qu'elle disait: «Ah bah non, elle est plus neuve, celle-là». Ah. Je dis: «Non, mais je dis, c'est une console que j'ai mis en démonstration pour vous, Mmh. c'est pas du tout pour Pour vous vendre, arnaquer, ouais, voilà, mais je l'ai ouais. payée neuve et donc elle est Ouais. neuve, elle est neuve, quoi». Mais donc, tu disais que tu essayais de vendre aussi des consoles en démo une fois qu'elles étaient plus d'actualité pour les faire partir aussi, c'est ça un peu? De quoi? Tu vendais des consoles en démo aussi dans ton magasin pour essayer de déstocker les dernières consoles qui te restaient. Ça t'est arrivé de faire ça un peu aussi? Ouais, 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 bah, ouais, ouais, bah, on faisait ça, on essayait de faire ça du mieux possible, Hmm. quoi. C'est-à-dire que, Ouais, quand tu payes des consoles 3 000 francs, derrière, bah, fallait pouvoir, ouais. tu sais, les Ouais, écouler je parce que, vois. Ouais. ouais, c'était Hmm. compliqué, quoi, c'était compliqué. Ouais, mais je vois très bien que on n'allait pas forcément acheter une console pour faire 3000 francs de démo sans que ça soit rentable, hein, tout à fait. Il y avait pas de. Mais au niveau, à toi, dans ton magasin, au niveau, tu sais, des vitrines, au niveau des étagères, est-ce que c'était disposé différemment d'un Score Games, d'un Micromania, ou sensible à ce qui se passait du côté de Paris? Tu avais quoi comme référence en magasin pour faire ton étalage dans tes rayons? Bah, déjà, on avait des fax, c'est-à-dire qu'en fait, on travaillait Ouais. beaucoup en fax à l'époque. Mm. C'est-à-dire Inelec nous envoyait des fax, Guibo nous envoyait des fax, Mhm. mais parfois avec 1 mois, voire 2 mois d'avance. Ouais, Donc déjà, tu avais tes prévisions de titres. ouais. Donc pour l'import, c'était pareil, hein, tu recevais des fax Mhm. Made in Hong Kong et compagnie. Ouais, Donc c'était particulier, quoi. Donc il d'accord. fallait, il fallait anticiper. Je me souviens que j'avais acheté, par exemple, Passé de Destruction Derby sur PlayStation parce que je ne le D'accord. connaissais pas, tu vois. Ah ouais. Et en fait, quand il est arrivé, il y a eu un bouche à oreille terrible autour de Mhm. Destruction Derby. Wipeout, c'était pareil, j'étais sold out très rapidement, tu vois. Ah ouais. Donc tu commandais un peu au Mhm. pifomètre tes produits, en Mhm. fonction aussi de la presse spécialisée, tu te basais par Ouais, rapport à ça. ouais, ouais. Et puis derrière, bah, quand tu recevais tes quantités, c'était de la trésorerie qui était, Mhm. que le grossiste t'avançait, parce que j'étais en Ouais, paiement à 30 jours. ouais, Donc tu pouvais te permettre des fois de dire: «Bon allez, j'en prends un peu plus que d'habitude, j'en prends 50 pièces ouais. ou 100 pièces, Mhm. je les paierai dans 2 mois et si je les paye pas, il y a une reprise des invendus». Donc ça, c'était bien chez Ah, c'est Inelec. bien ça. Ouais, Chez ouais. Guillemot, tu avais la reprise des invendus qui aujourd'hui Mhm. n'existe plus, hein. Mhm. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, c'était paiement à Mhm. 90 jours. D'accord. Et tu vois, après, ils l'ont arrêté en cours de route. Ils ont dit: «Non, non, maintenant, Ouais. c'est 60 jours. C'est plus 90 jours, c'est Ah, 60 jours». 90 jours, c'était pour les grandes surfaces, donc d'accord. qui étaient dans les grands comptes, style Mhm. Nintendo, Sega, voilà, ils étaient Mhm. payés 3 mois après. Mhm. Donc on était sur un business plan complètement différent, Ouais. et qui était très facilitateur pour nous, les boutiques. Mhm. Ouais. Donc après, mes stocks, ben, on te disait aussi: «Ben, on va vous envoyer de la PLV, on va vous envoyer Mhm. des choses comme ça, heu, Ouais, pour, heu, pour agrémenter votre magasin». C'est-à-dire si vous nous prenez bien tel sûr. ou tel jeu, on va Mhm. essayer bah, de vous aider du mieux Ouais, possible. ouais, Donc ouais, bien sûr. on s'adaptait aussi en fonction Mhm. pas des cadeaux, mais voilà, des Les efforts offres. Ouais, ouais. ouais, qui étaient faits, tu sais. Mhm. Mhm. Pareil, Inelec, je te dis, ils ont toujours été pro Sega. Mhm. Donc, ils incitaient en disant: «Bon, bah, écoutez, si vous me prenez 5 Mega Drive, on vous Mhm. offre des manettes supplémentaires à vendre, ou un Mhm. stick arcade Sega». Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y avait du. Donc, des Mhm. fois, ça t'influençait. On n'était pas forcément non plus parfois, très neutre, Mhm. parce qu'on savait que Nintendo n'en avait rien à foutre de nous, Mhm. les indépendants. Mhm. Ouais. Moi, je rageais parce que le commercial Nintendo venait voir Mhm. Jouer Club à Arras, Ouais, voilà. Ouais. et un jour, je me suis dit: «Mais il faut que je le chope, ce gars». Ouais. Mhm. Parce que si je peux travailler en direct avec Nintendo, moi, ça m'intéressait. Donc, Mhm. un jour, j'avais demandé à un gamin, je dis: «Bah, le gars qui vient là de chez Nintendo», parce que Mhm. les gamins, ils venaient raconter, tu sais, ils Ouais, venaient ouais, dans toute ouais. la. Et puis, je dis: «Il vient quand?» Bah, il me dit: «Ouais, il vient le tel jour, souvent c'est un mercredi, et cetera». Mhm. Bah, je dis: «Si un jour tu le vois,
toi, un de tes copains, vous me le dites, comme ça, moi, j'irai, faut que je lui parle. Mmh. Donc, donc un jour, c'est un mercredi, il y a un gamin qui vient voir, il fait David, le gars Nintendo, il est joué club. Ah bon, bah, j'y vais. Et puis, alors, le gars, quand il est sorti, je dis je peux vous payer un verre, on peut discuter, etc. Et il m'a expliqué un peu ce que tu m'as dit. Il m'a dit nous, en fait, vous ne nous intéressez pas. Il dit moi, il dit, j'ai déjà prospecté. Il y avait 2 boutiques de jeux vidéo dans la ville. Il y avait New Game et Objective Games. C'était ma boutique Objective Games. Et il dit en fait, j'ai ordre de ne pas vous démarcher parce qu'on est en contrat avec Jouer Club. Donc, Jouer Club avait l'exclusivité des PLV Nintendo. Alors, ils avaient des bornes, ils avaient plein de trucs. Et moi, je passais un peu pour un kéké parce que je n'avais pas de borne Nintendo. Et pourtant, je vendais 5 fois plus de produits Nintendo que Jouer Club. Donc, je rageais par rapport à ça parce que c'est vrai qu'ils étaient identifiés comme jouets, comme magasin de jouets. Ils avaient des accords. Et donc, on n'avait pas de commercial chez Nintendo qui venait nous voir, avec qui on pouvait discuter, passer les précommandes et autres. Et pareil chez Sega, c'est-à-dire Sega ne venait pas chez moi, ce qui était frustrant parce que tu disais on est boycotté parce qu'on fait de l'occasion. Ça n'est pas Nintendo, donc Nintendo et même Sega dans une moindre mesure favoriser entre guillemets les boutiques de jouets et autres. Parce que tu vois, c'est juste pour l'anecdote, c'est ça justement dont je me souviens, que j'avais parlé avec les gérants de Paris à l'époque, c'est que Nintendo, écoute, leur avait fait un procès pour leur dire que c'était interdit de revendre de l'occasion de Nintendo, Super Nintendo, NES, dans leur magasin, et qu'ils utilisaient le produit Nintendo et de le revendre en fait sans que le produit en fait y ait l'autorisation de Nintendo. Et ils ont démontré au tribunal qu'un marché d'occasion en fait n'était pas la propriété de Nintendo. Et ça a été très compliqué, hein, c'est-à-dire que peut-être toi tu as bénéficié en fait de ce qui s'est passé en 91-92 par rapport aux lois du tribunal de l'époque, mais Nintendo a fait des procès pour le marché d'occasion sur République. C'est pour dire à quel point, voilà, vas-y. On faisait de l'occasion, hein, c'est-à-dire que Sega avait autorisé, ils avaient copié le marché de la VHS, donc en fait, ils te vendaient des cartouches Sega, 1000 francs. D'accord. Donc, tu achetais un Sonic, 1000 francs, et tu avais le droit de le louer. Donc, en fait, c'est hyper tentant de dire je vais louer le Sonic que j'ai racheté 100 francs plutôt, tu vois, d'occasion. Donc, on faisait de la location. Alors, c'était de la location déguisée. En gros, on disait si tu me le ramènes dans une semaine, en gros, je te le vends 150 francs, mais si tu me le ramènes dans une semaine, je te le rachète 100 francs. Donc, c'était de la location déguisée. Mais Sega avait fait des cartouches, enfin des boîtes spéciales. Pour la location. Et donc, elles nous étaient proposées à la vente, mais on ne les achetait pas parce que elles étaient vendues 1000 francs. Et c'était le prix des cassettes VHS pour les vidéoclubs, tu vois. Nous, il n'y avait pas vraiment de différence à part sur comme quoi c'était autorisé à la location. Et c'est le seul truc, entre guillemets, qui changeait. Ils avaient simplement changé les jaquettes. Donc, donc nous, les revendeurs spécialisés, ça ne nous allait pas. Donc, on préférait faire de l'occasion, on préférait faire nos petits en boutique, et parce que ça nous permettait de vivre. De même que l'anecdote, elle est connue, mais moi, à un moment donné, je suis en rupture quasiment de PlayStation à l'approche de Noël. Donc, on est en 95, tout le monde veut des PlayStation. Moi, j'arrive pas à en trouver. Inelec, Guillemot, tout le monde est un peu quasiment sold out. Et je vois un prospectus au champ pour 1000 francs d'achat, 150 francs de remise immédiate en caisse. J'ai payé 1000 francs. La PlayStation, je l'ai acheté 2000 francs. Donc, je me dis, si j'achète une PlayStation à 2000 francs, à 2099 francs chez Auchan, je vais avoir 300 francs de remise immédiate. C'était pas spécifié pourquoi. C'était sur. Sur ton caddie, quoi, en fait. Sur le caddie. Donc, moi, je prends ma bagnole, je vais à Auchan et puis je remplis mon caddie de PlayStation et je passe en caisse. À l'époque, tu pouvais encore payer en liquide. Donc, parce que maintenant, tu ne peux plus, hein, c'est limite à 1000 € en liquide. Mais à l'époque, voilà, je sors tous mes billets, machin et ça. Et puis, je caddie. Donc, la femme, elle fait les déductions. J'ai jamais gagné autant d'argent avec PlayStation. Donc, j'ai été redéposer les PlayStation et pendant qu'elles étaient vendues, moi, je retournais à Auchan et comme ça, et je vidais le stock jusqu'à ce qu'un gars vienne me voir en me disant non, mais écoutez, on arrête parce que là, vous prenez tout
PlayStation, vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai vu avec j'ai dit, si, j'ai le droit. En plus, je discute avec j'ai dit, si, il n'y a rien qui m'interdit, regardez le prospectus. Ouais, non, mais là, vous abusez parce que non, on ne peut pas faire ça. J'en ai discuté avec le responsable. Faire on va te vendre à perte. Bon, bref. Et après, donc, les prospectus, ils les ont modifiés. Ils avaient mis hors électronique, tu vois, un truc. D'accord, à cause de toi, alors. Mais j'avais pillé. Et à un moment donné, pour l'anecdote, j'en parle à mon copain de Console Games. Lui, tu as vu, lui était à Lens, moi j'étais à Arras. Et t'as vu, Francis, je dis Auchan, machin, etc. Je dis là, je suis en train de piller Auchan Noël Godot. Je vais faire Auchan H-Tuménil, tu vois. Et donc, après, on changeait d'Auchan pour aller une offre dans tous les Auchan. Et là honnêtement, on n'a jamais autant gagné d'argent avec PlayStation parce que je te dis, tu avais 300 francs de marge quasiment directe. Et l'arnaque, et après, on les arnaquait encore plus que ça parce que quand un gamin nous ramenait une PlayStation en panne, je disais, écoute, je vais la réparer pour 100 francs. Et donc, je prenais sa PlayStation. Et puis, comme j'avais plein de PlayStation de chez Auchan, tu les changeais. Voilà, je la mettais dans le carton. J'ai dit, écoute, tiens, voilà une PlayStation de prix en attendant. Donc, le gamin, super heureux. Aucune boutique proposait ça. C'est-à-dire qu'il avait une PlayStation de prêt. Neuve, pendant que je lui réparais sa console. Mais je lui réparais pas. Moi, j'allais à Auchan, j'ai dit, écoutez, je vous achète une console, elle est défectueuse. Donc, double coup, d'accord. Donc, le mec, il me faisait l'échange. Et 2 jours après, j'appelle le gamin, je dis, c'est bon, j'ai ta PlayStation réparée. Je reprenais la PlayStation, entre guillemets, je la remettais dans le carton et puis je lui donnais l'autre. C'est terrible. Tu sais, à Paris, il y avait pratiquement la même chose. Alors, à Paris, ils ont fait la même chose pour les jeux. Je pense que toi, tu as fait pareil. Au début années 2000, les supermarchés, avec les sorties des jeux Day One, avec 15 € en moins, voilà, les gens profitaient de la sortie à 45 € d'un jeu au lieu de 60. Ça coûtait moins cher que le fournisseur. À République, ils se sont fournis sur Play Asia également en Angleterre et en Asie. Sur Amazon, au tout début, les jeux coûtaient très peu cher en sortie Day One, mais je te parle début années 2000, tu vois. Et à Paris, alors ce qu'on faisait, au moment où moi j'ai travaillé dans un Maxi Games, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait comme toi, c'est-à-dire que les PlayStation 1, on les vendait directement en fait en état switché, c'est-à-dire que tu achetais ta console neuve, mais elle était switchée en plus. Et en effet, quand la console marchait pas, on avait cette astuce de changer les consoles dans le carton. Mais bon, c'est marrant parce que je me souviens qu'on donnait aux gens des feuilles de garantie Sony, tu sais. Je sais plus si mes gérants ils faisaient payer la garantie Sony, comme quoi Sony, les extensions de garantie, tu sais, avec Sony. Je crois qu'à Paris, à un moment donné, ils mentaient sur le fait que si tu voulais 5 ans de garantie avec le magasin en plus des 2 ans de Sony, tu pouvais payer une extension. Mais ils passaient leur temps à échanger les consoles des cartons avec les neuves. Ils payaient rien en fait. C'était tout bénef pour eux en fait. Ah ouais, ça c'était. Mais à un moment donné, tu étais obligé pour survivre. Hein. C'est malheureux à dire, mais quand tu as des charges. Moi, je me souviens un jour, il y a un gars qui vient, il me dit bonjour, je représente la SACEM. Vous diffusez de la musique dans votre boutique, vous devez payer, je sais plus 150 francs par mois. Enfin, je sais plus combien c'était. Mais j'ai dit non, c'est de la musique de jeu. Et le mec, il me dit non, on défend les intérêts des auteurs, des machins, etc. Et j'ai dit non, c'est des musiques de jeu. Donc, je me suis retrouvé en litige avec la SACEM et j'ai dû payer. C'est-à-dire qu'ils ont réussi il n'y avait pas, tu sais, dans les boutiques, tu avais des musiques qui tournaient, des boutiques. Qui tournaient, bien sûr. Tu avais de la musique qui tournait. Donc là, je pouvais comprendre qu'ils payaient des droits SACEM. Mais chez moi, il n'y avait pas de musique. C'était des musiques de jeu. Donc, le mec n'a rien voulu savoir. Et puis, c'est dingue. J'ai eu une amende peut-être de 1000 francs, tu vois, à payer à la SACEM parce que j'avais contesté et que quand il est venu, c'était un représentant de l'État plus ou moins, donc il était assermenté pour attester qu'il y a de la musique qui était dans le magasin quand il est rentré. Et la radio, c'était pareil. Si tu mettais la radio, Phonoradio, c'est pareil. C'est-à-dire, dès que tu diffusais de la musique, plus encore de la radio, hein, parce que la radio, tu avais en plein de variétés, etc. Mais tu devais même parfois déclarer les morceaux qui étaient diffusés dans ta boutique si c'était des CD personnels, tu vois. Si jamais tu dis bah non, mais c'est des musiques personnelles,
tu devais faire la liste des musiques que tu diffusais dans ta D'accord. boutique pour que les auteurs soient rémunérés. Enfin bon, bref, c'était un truc de fou. Parce que c'était associé à un produit marketing pour attirer le client ou quelque chose comme ça en plus. La SACEM protégeait toutes les diffusions, protégeait les auteurs de toute diffusion de musique. Dans un commerce. Peu importe où c'était, c'est-à-dire que même moi, quand j'étais maire et que je faisais une manifestation dans ma commune, je devais déclarer à la SACEM, voilà, on fait la Saint-Sylvestre, Réveillon Saint-Sylvestre, voici les morceaux qu'on va passer. Et tu payais les droits à la SACEM, donc tu devais demander au DJ ce qu'il allait passer comme musique. Bon, c'était très bien. Donc dans les manifestations à Paris, si tu mets du David Guetta, faut déclarer les droits de la femme. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est la SACEM, dès qu'il y a de la diffusion musicale, elle défend les intérêts de ces auteurs. Elle le fait bien, honnêtement, elle le fait bien, hein, parce que je te dis, moi, ils étaient venus m'embêter dans la petite boutique d'Arras. Et les mecs, alors je sais pas s'ils ont reversé des droits aux Japonais qui avaient composé les musiques, parce que moi, c'était principalement des deux Japonais, mais bon. Je pense pas. Mais c'est pour ça que, c'est pour ça. Je sais pas, parce que tu sais, à Paris, moi, j'ai toujours souvenir que dans les boutiques à Voltaire, il y avait tout le temps de la musique, tout le temps. Hein. C'est-à-dire, tu avais des musiques de rap, tu avais du Tupac, du Snoop, tu avais aussi. Il y avait, à l'époque, c'était un peu, tu sais, le grunge, le rock, Fun Radio, tout ça. Ça passait tout le temps. Alors peut-être qu'il y a 2-3 magasins, tu vois, sur le quartier qui ne le faisaient pas, mais tu allais après 96, 97, il y avait tout le temps de la musique, tout le temps. Je pense qu'ils avaient peut-être les moyens de payer la SACEM, après, je sais pas. Non, mais... Ouais, après, c'était pas énorme non plus, hein. Mais moi, c'était par principe, ça m'énervait parce que je diffusais pas de rap ou quoi que ce soit. Mais bon, et puis après, c'était avant 97, parce qu'en 97, j'ai revendu à la chaîne Ultima. Mon magasin, j'ai revendu à Ultima. Et donc, peut-être que c'était différent à l'époque, et après, dans les années, c'est peut-être un forfait, tu vois, et puis c'était moins complet. Mais il y a un truc, tu vois, excuse-moi, dans une ancienne interview, je me souviens d'une chose, c'est que toi, tu avais fait un Argus pour les jeux que tu possédais pour l'occasion. Ça, c'est vachement intéressant, cette histoire, si tu peux la raconter. Ouais, alors, je peux partager un document? Ouais, vas-y. Attends, je vais faire présenter. Alors, comment je fais? Parce que pour ma part, si tu veux, l'Argus, en fait, de certains jeux d'occasion, je l'ai vu en premier chez Score Games, dans la chaîne Score Games, autour de 92-13. J'ai vu ce bouquin qui existait déjà, où le magasin référençait des jeux pour le rachat, pour la revente. Mais le problème qu'il y avait principalement, j'ai raconté ça une fois ou deux, c'est que les compilations sur Mega Drive, où tu avais des Mega Games, etc., les vendeurs, qui parfois n'y connaissaient rien, te comptaient les 3 jeux pour la même compilation Mega Drive. Donc, ils te reprenaient 90 francs, un Gone, World Cup Italia. Et à la fin, ton jeu, il coûtait plus cher que le Mega Games 9. Mais bon, c'est les petites... là, ça y est. Ouais, si tu peux le mettre en partage. Alors, si j'y arrive... voilà. Ça s'affiche. Voilà. Donc ça, c'était ma chaîne de magasin. Donc j'avais fait des franchises. Donc tu vois, moi c'était Arras en fait. Et puis ici, rue Gambetta, c'était ma boutique. Et puis j'avais lancé un réseau. Donc les gens me reversaient 1000 francs par mois. Pour s'appeler entre guillemets Objective Games. D'accord. Alors tu vois qu'effectivement certains prenaient le nom comme Saint-Louis, Objective Games. À Toulouse, c'était Game Discount. Bon, à Alouin, c'était Objective Games. À Villejuif, c'était Photo Vidéo 2000. Rouen, c'était Logitech. Niort, Microclimat. Vidéothèque à Ajaccio. Start and Play à Chalon. Et Video Game 68 à Mulhouse. Donc ça, c'était le réseau de boutiques. Et qui les intéressait principalement. Bon, alors ça, tu vois, ça, c'était mes mises en page. Tarifs, C'est ce qui était dans Console Plus. D'accord. Et donc, vous possédez un magasin et vous désirez passer à l'échelon national sans pour autant perdre votre indépendance. Alors, rejoignez l'enseigne Objective Games. Vous recevrez une cotation de reprise de tous les jeux d'occasion. Donc, une liste des meilleurs fournisseurs français, européens et japonais. Et vous serez présent dans la presse spécialisée. Le prix, 1000 € par mois. De plus, c'est 1000 francs. 1000 francs par jour. Donc cette cotation, c'est moi qui la faisais.
Ouais. Et donc, sur Excel, en fait, hein, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc, les gens, la seule contrainte, c'était d'avoir un fichier Excel. Et Ouais. puis, donc, je l'ai développé. C'est pour ça que j'ai arrêté ma boutique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais eu tellement de problèmes avec, Mhm. avec mon magasin que, Ouais. euh, que, que j'ai fait que l'Argus à un moment donné. Mais tu vois, ça, D'accord. c'est des publicités qu'on Ouais. passait dans Console Plus. Ouais. Et donc, celle-là, elle doit être plus vieille. C'est Console Plus. Bah non, c'est en 95, tu vois, Mhm. il y avait que 3 boutiques. D'accord. Et là, à l'époque, effectivement, j'avais pas encore lancé l'Argus. Mais Ouais. c'est vraiment l'Argus qui a fait, qui a fait la différence et qui Mhm. m'a permis d'étendre le nombre de boutiques. On était, au maximum, j'avais 13 franchisés. D'accord. Ça t'a permis de professionnaliser ton magasin à travers les ventes, et les rachats, etc. Ouais. Voilà, et puis en fait, le fait d'être dans Console Plus, tu vois la Oui. dernière ouverture à Houille, Mhm. dans le 78, Mhm. on avait lancé un 3615 Objective Games qui m'avait coûté un bras. Et puis bon, on voit aussi le prix des jeux, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est- Il y avait du français et du japonais, donc ouais, je vois les différences avec 200 francs de plus pour l'import à peu près, ouais. Sur Ouais, certains. ah ouais, Mm. ouais, tu vois rapidement la Ouais, ouais, différence. ouais, 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 bien Par sûr. contre, par contre, c'est vrai que Saturn, c'était quand même, Mm. rétrospectivement, tu vois quand même qu'il y avait une différence de Le prix en tarif général. déjà. Ouais. Et puis, tu vois, quand je te parlais de la PlayStation à 2099 francs, Ouais. octobre 95, ouais, bah, Mm. ça, c'était l'opération Auchan, tu vois. D'accord, d'accord. Ça correspond en effet. Oui, oui, oui. Où là, Et on arrivait à en avoir pas mal en stock. Mhm. Ouais, ouais. Et t'avais pris des jeux également après dans d'autres achats où t'avais plus les fonds. Parce que si t'avais eu, finalement, si t'avais eu les fonds en fait pour acheter une tonne de choses, t'aurais tout pris là-bas, non? Chez Auchan. Euh, Ah oui, mais de toute façon, ouais, je te dis, toute la trésorerie de la boutique, j'avais vraiment vidé la trésorerie de la boutique Ouais, ouais, ouais. euh, pour, Pour pour acheter. acheter Ouais, pour ouais. acheter surtout des consoles parce que il y avait une forte demande et on était Mhm. sous en rupture. Et Mhm. paradoxalement, les grandes surfaces avaient des palettes complètes de Ouais, PlayStation. ouais, Donc, bon, on tirait un petit peu la gueule, hein, parce que c'est vrai que, ouais. bon, quand toi, tu essayes de te battre et puis que, bon, tu n'arrives pas à avoir du stock, t'es un Bah petit oui, peu, t'es un peu c'est dégoûté, compliqué. quoi. Ah, mais vous étiez Et, tous dans le même cas, hein. Tous les magasins de France, hein, je pense, à un moment, vous étiez en rupture, hein, ouais. et j'avais renouvelé l'expérience parce qu'après, alors là, Mhm. ils ont fait une grosse connerie, c'était sur les jeux. Mhm. C'était sur les jeux, c'est-à-dire que en pareil, c'était pour tous les 1000 francs d'achat en jeux vidéo, tu Mhm. vois, tu avais, je sais plus, 50 francs ou 10% de remise immédiate en caisse, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, moi, j'arrivais pas à trouver, ce que j'avais eu peut-être 20 pièces de Donkey Kong Country, Mhm. et j'arrivais pas à m'approvisionner. Mhm. Et pareil, alors je sais plus si c'est Carrefour ou autre, je sais plus qu'est-ce qui avait fait l'offre, Ouais. mais pour 1000 francs d'achat en jeux vidéo, donc vous aviez 10% de remise immédiate en caisse. Ouais. Et là, j'avais rempli mon caddie de Donkey Kong Country. D'accord. Et, et ben, j'ai bien fait parce que à un moment donné, j'étais le seul à l'avoir. Donc déjà, ils étaient moins chers que nous. Mhm. Je ne sais plus à quel prix, il était peut-être à 499 francs et Auchan, il était à 469. Donc déjà, tu avais 30 Ouais. francs de bénéfices nets. Et puis, avec les 10% de remise, avec 3 jeux, ça y est, tu dépassais les 1000 francs, donc tu avais 10% de remise complémentaire. Et Ah bah ouais, c'est bien. ça chiffrait énormément. Et à un moment donné, je Mhm. me disais, c'est quand même fou que Auchan soit mon meilleur fournisseur, parce que Mhm. une fois que tu avais acheté, tu allais au service, entre guillemets, après-vente pour avoir une facture. Parce que D'accord. le ticket de caisse était insuffisant pour la comptabilité, il fallait ressortir la TVA et tout. Ouais. Donc, en plus, moi, je récupérais la TVA, tu vois, que Mhm. je pouvais Mhm. déduire, effectivement. Ouais, bien Donc, sûr. donc Mhm. c'était dingue. Et j'en parlais à d'autres boutiques, ils me disaient, bah, tu sais, t'es pas le seul, Mhm. on fait comme toi. Ouais, ouais, il y en a Et plein, hein. Je pense que à un moment, vous étiez plus solidaires également entre vous en vous donnant les bonnes affaires parce que il fallait vivre, il fallait manger à un moment donné, quoi. Parce qu'avec les crédits, parce que toi, tu faisais des crédits souvent à la banque, d'aller voir ton banquier pour dire, j'ai besoin de sources bah, pour. ce qui,
ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une ligne de crédit auprès d'un fournisseur, ton banquier le sait. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a causé de grosses difficultés. Moi, ce qui m'a planté, c'est vraiment la PlayStation. Parce que j'avais commandé de mémoire, je sais pas, 50 PlayStation en Day One en version française, et puis 50 Saturn. Donc, bon, tu vois, la Saturn, elle était peut-être à 2000, je sais plus, 2400, je sais plus combien on l'a payé. La PlayStation, c'était 2000, donc x10, ça te fait 20 000, x5, ça te fait 100 000. Donc, j'avais quasiment 200 000 francs de trésorerie d'encours. Donc, même si tu le payais à 60 jours, tu avais une dette de 200 000 envers ton fournisseur. Et ton banquier avait une copie de la traite. Donc, le banquier avait automatiquement une copie de ta traite, la traite à payer dans les 60 jours. Et donc, je me souviens que le Day One, le banquier est venu me voir. Il est venu me voir 2-3 jours avant la sortie de la PlayStation en me disant, écoutez, monsieur Leck, j'ai un problème. Là, vous explosez votre plafond. Vous avez accepté des traites de près de 200 000 francs. J'ai dit oui, c'est la sortie d'une nouvelle console, de 2 nouvelles consoles qui arrivent chez français, la PlayStation. Alors lui, le banquier n'avait rien à secouer. C'est ça. Ouais, mais vous allez les vendre. Je dis ouais, vous inquiétez pas, elles sont déjà précommandées. Il me dit, vous me rassurez. Je lui montre, j'ai regardé, j'ai 35 précommandes de PlayStation et 30 précommandes de Saturn. Donc j'en ai pris 50 pour être large, mais j'ai rassurez-vous, je vais les vendre. Ah bon, ok, non, parce que là, la direction m'a alerté, il faut que je donne mon accord. Et moi, en tant qu'agent bancaire, il faut que je m'engage vis-à-vis de lui. Mais c'est une ligne de trésorerie quelque part qu'on vous ouvre. C'est comme si on faisait un prêt. Ça faisait 70 000 francs qui partaient pratiquement déjà, quelque chose comme ça, en précommande, non? Ouais, bah alors non, il y a une subtilité, c'est-à-dire que donc le lendemain, tu as tous les gamins qui viennent en boutique. Mais moi, les gamins, ils avaient anticipé. Donc, ils m'avaient ramené leur Super Nintendo, leur Mega Drive, leur Mega CD, leur Neo Geo CD, leur Amiga CD32, tous leurs jeux. Ils m'avaient ramené tous leurs trucs et ils avaient des bons d'achat. D'accord. Parce que je les avais pas. Moi, je leur avais fait des bons d'achat parce qu'ils me disaient je veux la PlayStation, donc je veux un bon d'achat. Donc, ils repartaient avec des bons d'achat. Et puis, en Day One, ils sont venus avec des bons d'achat. Certains avaient 1500 francs de bons d'achat. Ce qui fait que quand ils prenaient la PlayStation, ils n'avaient plus que 500 francs à rajouter. Et puis, s'ils prenaient un jeu, bon, voilà. Donc, le soir, le banquier vient pour me dire alors, ça va, vous avez bien vendu? Je dis ouais, j'ai quasiment. Toutes les consoles sont parties. Et il me dit donc vous faites un gros dépôt. Alors, je dis non, pas tant que ça. Je crois que je vais déposer 20 000 francs. Quoi, 20 000 francs? Je fais ouais, 20 000 francs. Donc, mais non, c'est pas possible. Vous m'aviez dit que ceci, cela. Alors, je lui explique. Je dis ouais, mais j'ai regardé mon stock. Il est phénoménal. J'ai récupéré plein de jeux d'occasion parce que moi, mon business, il est sur l'occasion. Mais le banquier, il n'avait rien à secouer. Il ne comprenait pas ça, lui. Lui, ce qu'il voulait, c'était du cash. Il me dit, vous déposez combien là? Je dis, attendez, on va regarder. Donc, on regarde les comptes. J'écoutais, on a 20 000 francs en espèces et puis peut-être 15 000 francs en chèque, plus les cartes bleues. Donc, ça faisait peut-être une journée à 50 000 francs. Donc, c'était une très bonne journée. Ah non, mais c'est pas assez. Il y a 250 000 francs d'encours. Ah non, ça va pas aller, machin, etc. Non, ça va pas, monsieur Eck. Lundi, donc le lundi, la banque était fermée. Le mardi, je me retrouve convoqué. Il me dit, vous avez déposé combien aujourd'hui? J'ai aujourd'hui, c'est calme, c'est mardi. 15 euros. Je sais pas grand-chose. On a peut-être fait 500 francs depuis ce matin. Ouais, ça va, écoutez, monsieur Eck, c'est difficile à dire, mais on vous retire votre ligne de crédit. Donc là, ça veut dire que tu n'as plus une autorisation de ligne de crédit de ton banquier, ce qui fait que tu passes en rouge et toutes tes traites ne sont pas annulées, mais tu n'as plus d'autorisation de traite. Donc Inelec est prévenu, Guillemot est prévenu, Big Ben est prévenu. Tous mes fournisseurs sont prévenus, je suis en rouge. Donc, mon commercial de chez Inelec qui m'appelle, me dit David, qu'est-ce qui se passe, machin, j'ai vu, on ne peut plus te faire de. En gros, il faut que je paye au cul du camion. Faut que tu fasses un chèque quand on va t'envoyer les machines. Mon banquier, il me fait chier, machin, etc. Donc, je lui explique le truc. Et me dit écoute, là, écoute, c'est gênant. C'est gênant parce que moi, du coup, tu passes en rouge, tu perds tes conditions tarifaires avantageuses.
Et moi, tu vois, j'avais, comme je t'ai montré sur le prospectus, c'est-à-dire que je commandais aussi parfois pour d'autres boutiques. Ouais, en plus, d'accord. Comme en plus j'avais un réseau, des fois je dépannais d'autres boutiques et les boutiques, elles me payaient un peu tardivement, etc. Et bien à tomber, je m'étais fait arnaquer par une boutique qui me devait 36 000 francs. Il m'avait pris 36 000 francs de matos et malheureusement, il ne m'avait pas payé. Donc en plus, j'avais un impayé de 36 000 francs. Le 3615 Objective Games, je me suis fait plumer de 20 000 francs. Le mec est parti avec la caisse. Et comble de l'ironie, j'ai eu un dégât des eaux au-dessus de mon magasin. C'est-à-dire qu'il y a eu un incendie au-dessus, un locataire bourré qui a foutu le feu à son appartement, tout le monde a été évacué. Les pompiers sont arrivés avec la grosse lance, ils ont balancé de l'eau. L'eau est passée à travers le plafond et ça tombait dans mon magasin. Donc, gros cauchemar de boutique. L'hiver passe. Bon, on se dit, bon, attends, tu refais tes travaux, tes machins et tout. Et puis, au dégel, les canalisations pètent. Ça, c'était la fin, il fallait arrêter, là. Ouais, et donc, en fait, mais les canalisations des chiottes. Donc, j'ai eu de la merde et de l'urine qui est tombée dans ma boutique. Oh là là là. Tu arrives dans ta boutique, ça pue la merde, ça pue l'urine, tu sais pas comment faire. Tu as tes cartouches, avec l'humidité, tes cartouches Super Nintendo, tes boîtes, elles se gourdolent. Tu dis, putain, mais c'est quoi ce cauchemar? Donc, là, franchement, l'année 96, année assez cauchemardesque parce que, voilà, incendie à l'étage, de l'eau qui tombe, machin. Puis, tu sais, les pompiers ne sont pas dans la dentelle, hein, quand ils arrosent. Donc, derrière, forcément, l'eau est tombée chez nous. Après, ça a gelé parce que tous les locataires avaient été évacués, donc il n'y avait plus de chauffage. Et au dégel, toutes les canalisations, elles pètent et je me récupère toute la merde dans la boutique. Bon, donc assurance, machin et tout. Donc, vraiment cauchemardesque. Et puis, l'année 96, très compliqué parce que je suis obligé de payer mes fournisseurs au cul du camion. Tu as la facture de 200 000 francs qui arrive. Et comme j'avais été fermé en plus, tu vois, parce que la boutique, il y avait eu l'incendie, il y avait eu le. Tu vois, je crois que c'était en plus le style à Noël, quoi, tu vois. Donc, mince, là où tu fais le plus de chiffre d'affaires. Ouais, la pire période, c'était. Alors, je crois que c'était le soir du réveillon de Noël, le mec, il s'est endormi avec sa clope, il a foutu le feu à l'appartement. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais bon. Toi, tu es fermé la semaine de Noël, tous les gamins sont en vacances, donc la fidélité a ses limites et ils vont acheter leurs jeux chez Jouet Club et chez ton concurrent ou ailleurs. Tu as tous ceux qui sont en stress parce qu'ils ont leur bon d'achat, ils pensent que tu vas les arnaquer, donc ils disent ouais, mais vous allez rouvrir, ouais, on va rouvrir. T'inquiète pas. Je veux une PlayStation. Ah ouais, mais j'en ai plus, donc tu vois, c'est compliqué. Et donc, heureusement, tu avais l'astuce au champ qui nous a permis de récupérer de la mise. Mais franchement, c'était l'année 96, ça n'a pas été une bonne année pour nous. Et puis le changement aussi de clientèle, c'est-à-dire qu'en fait, tu passes à la 32 bits et puis tu changes de système, de génération. Ouais. Et pour moi, c'était une clientèle type Fnac qui venait chez moi, tu vois. Et donc ils étaient pas forcément, ils n'avaient pas forcément les mêmes attentes que les gamins. Un gamin, tu pouvais le conseiller, tu pouvais lui dire, tu vois, je vais te montrer ça, c'est un super jeu de bagarre, machin, etc. Moi, j'avais des gars qui voulaient que du Resident Evil, tu vois, et pas du Resident Evil parce que je pense pas qu'il était sorti en 80. Enfin, je sais plus la date. L'été 96, il est là, je crois. Hein, il est là, je dois l'avoir. Là, je sais pas si. Donc là, on est en janvier 96 et meilleure vente sur PlayStation, c'était Mortal Kombat 3 pour moi, Destruction Derby, Ridge Racer 2, Toshinden 2, FIFA Soccer 96 et Rayman. Mais Resident Evil n'était pas encore sorti. Mais tu vois, par exemple, Wipeout, c'était un jeu très, très techno, très dans l'air du temps. Et tu as des mecs qui venaient en me disant, je voudrais un jeu type Wipeout, quoi, tu vois. Donc, tu n'avais pas forcément d'équivalence à leur donner, et puis c'était compliqué. Et puis effectivement, beaucoup de déceptions du côté de Saturn, parce que les jeux étaient en moyenne 100 francs plus chers. Sur Saturn, ça aussi, on l'a oublié, mais Sony avait fait très fort avec des jeux à 350, 399 francs au gros maximum. Alors que chez Saturn, on était entre 400 et 450 francs en moyenne.
Et là, moi, j'ai vraiment vu tous les fans de Sega se décomposer, tu vois, et en avoir marre. Et j'avais des mecs qui étaient des fidèles de Sega, mais ils avaient avalé la pilule 32X. Bon, difficilement. Là, ils avalaient la pilule Sega Saturn, où finalement, tous leurs copains étaient sur PlayStation et se retrouvaient un peu seuls. Et il y a eu un basculement. Et pour moi, je me suis dit, on voit que le marketing est en train de l'emporter. Parce que pour moi, des jeux comme, enfin, je sais plus, mais tu vois, 3D Lemmings, moi, Lemmings, je le connaissais sur Amiga depuis des années. Bien sûr, ouais. Donc 3D Lemmings, tu vendais du 3D Lemmings, tu disais, mais putain, mais c'est quoi ce public? C'est pas des vrais gamers, quoi, tu vois. Dans ta tête de gamer, pour toi, c'est du jeu japonais, tu vois. C'était pour moi mon référentiel, et je pense que pour beaucoup de la Sega Master System, de la PC Engine, de la Mega Drive et de la Super Nintendo, le référentiel pour nous, c'était des jeux japonais, c'était les meilleurs. Et quand tu voyais des titres qui sortaient comme Worms, j'en ai vendu. Je regarde les jeux qu'on vendait, du Nova Storm, tu vois, Nova Storm, Worms, du NBA Jam. NBA Jam, j'en ai vendu des palettes, que ce soit sur Mega Drive, Super Nintendo ou autre. Et pour moi, c'était des jeux un peu occidentaux. C'était pas forcément des jeux. C'était pas des jeux japonais. Ils adaptaient beaucoup les bornes d'arcade sur la PlayStation dès le début, en fait, avec Namco, et puis, comment dire, le côté Acclaim, Midway, Williams. Ils en ont profité parce que sur Super NES et Mega Drive, leur jeu était bridé. Ils leur ont donné une seconde vie. Pour eux, c'était rentable à mort, en fait, les Américains. Et tu vois, mes ventes sur Saturn, tu avais Virtua Fighter 2, Virtua Cop. Alors les jeux étaient sympas, Virtua Fighter Remix, mais comparativement, tu vois la différence de prix. Tu vois, Mortal Kombat 3, qui était la grosse nouveauté du moment, 399 francs. Bon, du côté de chez Sega, Virtua Fighter 2 est à 449. Destruction Derby, qui était, j'en ai vendu, mais alors des palettes à 369 francs. Tu vois que la différence de prix est quand même relativement importante. La seule concordance, c'est sur Rayman, où ils sont tous les deux à 369. Là, on est sur du jeu neuf. Mais bon, voilà, ou alors sur Daytona USA. Mais tu vois, du Sega Rally à 449, enfin voilà, tu es plus entre 400 et 450, alors que sur PlayStation, tu vois, le premier Toshinden est à 349, S-Combat 369, Ridge Racer 339. Enfin, voilà, tu es sur des prix, on va dire, plus abordables. Parce que c'est vrai que le marché de l'eau. C'était mon pote de lance. Ouais, c'était mon pote de lance, lui. D'accord. Bon, et donc oui, voilà, tu vois, par contre, il avait mis sa cote de rachat. C'est pour ça que je l'avais mis. Ah, d'accord. Donc voilà, pour qu'on ait une idée un peu des démarches, souvent, effectivement, c'était 100 francs de marge qu'on prenait sur certains titres. Ouais. Ça, c'était à peu près les mêmes tarifs. À Paris, ils étaient plus sur du 150 francs global, surtout. Peut-être qu'après. Non, mais tu sais, je pense qu'ils avaient plus de stock, ils avaient plus de gens qui venaient à la boutique, donc ils pouvaient pratiquer des prix très très bas, je pense, au niveau du rachat. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est effectivement voir que tu as encore une activité en 96 autour de la Neo Geo, Neo Geo CD, Mega Drive et Super NES. Là, on est dans Console Plus d'avril 96. Tu as encore vraiment une actualité sur NES et Mega Drive. Et ça, les gens ne le calculaient pas forcément. Je te le confirme, même en 95, moi, il m'est arrivé d'avoir la PlayStation 1 et faire des échanges encore à 50 francs sur la Super NES. La Mega Drive, par contre, c'était terminé. La Mega Drive, de mon côté, même mes amis, on était tous soit à la Super Famicom, soit à la PlayStation 1. On avait arrêté le Mega Drive PAL, c'était inenvisageable, en fait. Ouais, et puis tu vois, donc effectivement, Ridge Racer 2, là je précise que c'était effectivement de l'import à 499 francs. Bon, et là, tu vois, on le rachetait 200, on le vendait 300, on le revendait 349. Donc là, effectivement, on était au-delà de la marge, mais sur l'import, c'était plus pointu. Parce que quand tu avais des gamins ou des gars qui te disaient je te prends voilà, tel jeu en import, toi, tu le précommandais.
mais derrière, si tu le prenais pas, tu restais souvent sur les bras, quoi. Et j'avais beaucoup de titres. Moi, je me souviens Dragon Force, tu vois, j'en avais en Jap, ça partait pas. Ça partait pas. Aujourd'hui, quand tu vois les cotes de certains jeux Saturn, t'hallucines. Bah oui. Des Lunar RPG, pareil, on me disait ouais, c'est des super jeux, machin, etc. Mais non, tu vois, reprise 200 francs, ça fait 30 € aujourd'hui. Va racheter un Lunar RPG à 30 €. Accroche-toi. Le marqueur dans le temps, je me souviens, qui symbolisait la fin d'une console ou la fin d'une envie des joueurs d'acheter le système, c'était les bacs de remise qu'il y avait chez Surcouf et Score Games, qui étaient présentés à l'entrée du magasin, où tu avais plein de jeux qui étaient blistés, Super Nintendo, il y avait de la PC Engine, il y avait de la 3DO, il y avait même, je pense, voilà, d'autres consoles comme l'Atari Lynx, etc., des jeux qui étaient jamais ouverts, neufs. Et le fait de les voir, en fait, dans ces bacs-là, tu te disais que c'était pas la console qu'il fallait acheter et que c'était terminé, ça, en fait. Dans notre esprit, c'était ça. T'as été un peu du côté de Surcouf aussi, ou ces magasins informatiques aussi, à un moment donné. Nous, on allait à Paris, mais les prix étaient très chers. Donc, pour les boutiques, c'était pas intéressant. Moi, je sais que j'avais fait plusieurs virées parisiennes, mais c'était plus à la rigueur pour aller chez Tonkam ou pour aller chez. Parce que 95-96, c'est aussi l'explosion des mangas en France. Donc là, je me disais, en boutique, on vendait des Ramicards, ou des posters. Donc, j'avais de plus en plus les gamins qui me demandaient, vous n'avez pas un poster de Ranma, un poster de Sailor Moon? C'est vrai. Et donc, en fait, quand on allait sur Paris, c'était pour aller dans les boutiques. Alors là, on tombait effectivement sur, je ne sais plus, Consi ou sur des Chinois qui se faisaient passer pour des Japonais et qui vendaient des posters horribles, faits dans l'imprimerie du coin. C'était pas des originaux. Et chez Tonkam, par contre, c'était des très bons produits, souvent, d'excellente qualité, mais ils avaient du mal à nous donner des bonnes pièces. Donc, quand on se déplaçait, la boutique était très petite. Ils vendaient aux professionnels, mais on sentait que ça les faisait chier. Mais moi, je distribuais leur cassette vidéo Girl Eye. Et c'était une des premières éditions, on va dire, françaises. Et après, je crois qu'ils faisaient Record of Flood of War, un truc comme ça, ou je ne sais plus si c'est eux ou un autre. Et donc là, j'allais sur Paris pour acheter du stock directement auprès d'eux. Ils avaient ils avaient les posters, ils avaient les CD audio, des dessins animés, des jeux. Et les premiers CD audio que je vois, moi, du côté de SNK ou de Tekken, c'est Final Fantasy, c'est dans ces magasins-là. Mais il n'y avait pas. Je me souviens pas forcément de la clientèle. Il n'y avait pas forcément une grande clientèle pour tout ce qui était produits dérivés. C'était vraiment les connaisseurs de chez connaisseurs, hein, pour la. Ouais. Et ce qui est. Bon, là, je rigole parce que je vois en même temps, je vois cette encarte paiement en 3 fois à partir de 1500 francs. Envoyez-nous 3 chèques. 3 chèques. Ouais, c'est pas bête non plus, c'est pas bête, c'est vrai. Mais c'est. Tu vois que c'était une autre époque, hein, parce que maintenant, et puis alors, les dessins faits maison par un jeune du magasin. Ça, c'est un jeune en boutique qui m'avait fait des dessins pour illustrer, tu vois. Ah, c'est bien, ça, c'est cool. Voilà. Là, on va dire qu'en 96, c'est l'apogée de la franchise Objective Games, parce qu'on a vraiment pas mal de boutiques. Donc, il y en avait un Villejuif dans la ville de Edge. Ouais. Alors, il faudrait que je lui demande s'il se souvient de Photo Vidéo 2000, avenue de Stalingrad. Il faudra que j'aille voir. Et même Vincent, son ami de Dragon Games, pareil, Ed Villejuif aussi. C'est celui qui a travaillé chez Ultima Voltaire et à rue de Turin à Paris également. Et donc, moi, c'est Ultima qui a racheté ma boutique à Arras, qui a racheté à l'époque. Et donc là, on est en juin, et c'est vrai que c'est. Tu vois, tu as Final Fantasy VII qui pointe le bout de son nez. Et là, pour moi, tu vois, donc juin 96 dans Console Plus, pour moi, il y a quasiment plus de matchs, même si tu vois, les colonnes sont identiques.
Je me souviens que le basculement pour moi était total du côté de PlayStation. Je vendais 4 PlayStation pour une Saturn. Ouais, c'était fini. Voilà, et là, moi, ça me faisait mal au cœur parce que j'étais pro Sega, on va dire. Et ils ont fait pareil. Vas-y. Actua Soccer, c'est pareil, c'est un jeu. On s'en souvient plus. Aujourd'hui, c'est considéré comme une daube. Mais il faut savoir qu'il faisait, dans ma boutique, il faisait jeu égal avec FIFA Soccer. Mais c'est marrant parce que c'est vrai ce que tu dis, les enfants aimaient bien Actua Soccer. Par contre, nous qui avions 18 ans, 19 ans, Actua Soccer, c'était horrible. Tu sais, il y avait des commentaires de Thierry Roland, on se disait c'est super, Thierry Roland, l'arqué, ça va être génial. On a vu le jeu, on y a joué, on l'a ramené dans la soirée au magasin, le jeu. Tellement c'était une catastrophe. Et pareil, les Adidas Power Soccer, j'en ai vendu aussi pas mal. Ah, des piles. Et si tu veux, quand tu es fan de jeux japonais, ça te fait mal au fondement, ce genre de jeu.